Et le guide, donc, comme je l'ai dit, le même diaporama qui a été conçu pour tous les, qui a été conçu au niveau national, sur lequel on n'a quasiment pas apporté de modifications. On va se partager la parole avec Pierre sur les différents aspects, lui plutôt sur les aspects réglementaires et puis moi plutôt sur les aspects pratiques, sur les côtés d'ASRI. Alors, pour commencer, je vais juste vous rappeler très brièvement, donc c'était un groupe de travail déchets donc qui comprenait tous les CEPIAS. Alors, par contre, j'ai des gens qui sont en train de rentrer, alors je ne peux plus les faire rentrer. Attendez, je vais Je les fais juste. rentrer, Gwenel. Ouais, ok, si vous pouvez, c'est très bien. Donc toutes les régions, plus trois agences régionales de santé qui sont venues nous rejoindre, plus un expert de la NAP, pardon, qui s'appelle Cédric Aliès. Et puis on a gardé aussi Philippe Carinco, qui est en retraite maintenant. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, si vous rentrez? Donc voilà, un long travail où il n'y a eu pas que des CEPIAS. L'idée étant de vous fournir un support pédagogique commun qu'on pourra vous communiquer en PDF si vous souhaitez l'avoir, et de communiquer dans toutes les régions. Et après, quand tout le monde aura fait le même type d'exercice que nous aujourd'hui, on remontera toutes les questions au groupe de travail dont je fais partie. Ça a été avant moi Véronique Dutoit et maintenant j'y suis. Et l'idée est de faire une foire aux questions nationale si possible. Alors, je crois du coup que c'est à vous, Pierre. On est vite passé, effectivement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vous faire un petit topo sur ce qu'est un déchet, comment on les classe, de rappeler quelques notions réglementaires. Donc il y a des choses qui sont plus ou moins récentes. Tout d'abord, c'est l'application de la directive de 2008 qui donne la définition du déchet, qui est une substance ou un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Bon, c'est une définition qui est un peu complexe, mais qui permet d'intégrer la majorité des situations. Voilà, en tout cas en matière de gestion des déchets, l'essentiel des textes réglementaires se trouve dans le Code de l'environnement. On a un tout petit bout de réglementation qui est intégré dans le Code des collectivités territoriales, le Code du travail et aussi le Code de la santé publique, notamment pour tout ce qui va considérer la gestion des déchets d'activités de soins à risque infectieux et aussi des déchets issus de médicaments stupéfiants. Et puis, plus récemment, on a des objectifs en lien avec les objectifs nationaux que nous nous sommes fixés en matière de transition énergétique et écologique, qui sont les suivants. Donc, c'est de réduire tout d'abord de 40% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport à ce qu'on avait dans les années 90, de réduire de 30% notre consommation d'énergie fossile, de porter la part des énergies renouvelables à une part beaucoup plus importante, puisque l'idée, ce serait d'essayer d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité. De réduire également donc, notre consommation énergétique finale de moitié à l'horizon 2050. Et puis là, vous le voyez, plus spécifiquement s'agissant des déchets, c'est d'essayer de réduire la part des déchets qui sont mis en décharge à l'horizon 2025. Donc, pour réduire la part des déchets mis en décharge, il y a deux possibilités, hein, c'est d'en produire moins ou alors de chercher à les valoriser. Et puis, un des derniers objectifs aussi de cette transition énergétique, c'est de diversifier la production d'électricité pour la baisser et arriver à 50% de part nucléaire à l'horizon 2025, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc là, beaucoup plus récemment en matière de gestion des déchets, c'est la loi AGEC, dont vous avez probablement déjà entendu parler, Agir pour l'économie circulaire, loi anti-gaspillage et économie circulaire, donc, qui a comme ambition de réduire à néant l'utilisation des plastiques à usage unique, d'augmenter le nombre de filières prises en charge par les fabricants, d'imposer également donc des achats plus vertueux, de diminuer le gaspillage alimentaire et aussi de mieux informer le consommateur de ceci pour essayer donc de limiter la part de déchets qu'on ne pourrait pas valoriser. On peut passer à la suivante.
Alors, en matière de réglementation concernant les déchets, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes hein, dans le traitement de ces déchets. On a tout d'abord l'étape de la production. Donc là, les enjeux, ça va être de prévenir, c'est-à-dire d'essayer de diminuer la production de déchets à la source, et puis de mettre en responsabilité donc les producteurs de ces déchets. Sur l'étape de la collecte, là, l'enjeu, ça va être d'essayer de séparer au maximum les différents flux de déchets, puisque au mieux les déchets sont triés et au mieux on a des possibilités pour les valoriser. Sur les aspects transport, et là ça vous concerne directement, s'agissant notamment des déchets dangereux, on a des enjeux donc de sécurité et aussi de traçabilité, hein, puisqu'on a la responsabilité du producteur, c'est-à-dire le chef d'établissement qui engage sa responsabilité directement sur les déchets qu'il produit et leur bonne élimination. Et puis sur la partie traitement, bah, donc là, on a des enjeux de valorisation. Ça peut être de la valorisation de matière, c'est-à-dire d'essayer de récupérer une partie des matériaux contenus dans les déchets, ou de la valorisation énergétique. Par exemple, quand on brûle, quand on incinère des déchets, on peut récupérer des calories et s'en servir pour produire, par exemple, du chauffage urbain. Et puis là aussi, en matière de traitement, la traçabilité est extrêmement importante pour justement garantir que les déchets auront été éliminés conformément aux obligations réglementaires en vigueur. Alors, petite slide pour vous remettre un peu en perspective. Ce serait que dans le classement des déchets, on entend beaucoup de choses et finalement, il y a de quoi s'y perdre un peu parfois. Et on le comprend bien volonté parce qu'en fait, il y a deux classements des déchets. On les classe soit selon leur nature, c'est-à-dire selon que le déchet soit considéré comme dangereux ou non dangereux. Mais il arrive aussi qu'on les classe en fonction du producteur, c'est-à-dire que ben, on va retrouver les déchets ménagers et assimilés, c'est-à-dire les déchets qui sont produits par les ménages, et puis les autres déchets, principalement donc les déchets d'activité économique, c'est-à-dire les déchets qui ne seraient pas produits par des ménages, mais issus donc d'activités économiques, industrielles, etc. Donc retenez bien Pardon. ce distinguo dans le classement selon la nature ou selon le producteur et les deux classements cohabitent, coexistent. Alors ici, on parle un petit peu des termes réglementaires qui sont utilisés dans la gestion des déchets et donc qui sont repris dans le code de l'environnement. Je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, mais vous voyez que bah, il y a énormément de composantes qui interviennent tout au long de la vie du déchet ou du futur déchet depuis la fabrication du matériel, du matériau, en passant par sa distribution, son utilisation, donc la consommation, et puis le tri pour essayer justement de faire en sorte qu'il soit valorisé. Donc en fait, à chaque étape, vous voyez qu'on est susceptible d'agir pour favoriser justement une économie circulaire qui s'oppose à l'économie linéaire, c'est-à-dire on prend un déchet, enfin on prend un équipement, on l'utilise et puis après ça devient un déchet dont on ne sait pas quoi faire. Là, l'idée c'est de réfléchir en amont dès la fabrication pour essayer de faciliter tout au long de la vie du produit le fait qu'il ne devienne justement pas un déchet, en tout cas pas un déchet ultime. Et puis sur le schéma de droite, si on peut revenir juste un Ah, pardon. instant sur la slide précédente, vous avez un petit graphique qui montre l'évolution à la hausse des taux d'utilisation circulaire de matière, ce qui montre qu'on est sur une trajectoire, une bonne trajectoire, mais qu'il faut encore accentuer. Peut passer à la suivante. Voilà. Alors, ça, c'est une notion qui est très importante, c'est-à-dire que quand on parle de déchets, on va parler de hiérarchie des modes de traitement, c'est-à-dire qu'on va privilégier
en première intention. Alors ça ne concerne évidemment que les déchets qui ne sont pas dangereux, puisque les déchets dangereux ont des procédés de collecte et d'élimination qui leur sont spécifiques et sur lesquels on ne peut pas toujours appliquer ce principe-là. Donc là, on parle des déchets non dangereux, c'est-à-dire par exemple les déchets ménagers, les emballages, etc. Donc en première intention, l'idée, c'est d'essayer de réutiliser ou de réemployer le matériel avant de le considérer comme un déchet. Si c'est pas réutilisable ou réemployable, on va se poser la question de sa recyclabilité. Et donc, dans ce cas-là, on va privilégier le fait qu'il soit recyclé. Et puis, si le matériau, le déchet n'est pas recyclable, et ben là, dans l'idéal, on va essayer de le valoriser. Et idéalement, donc du coup, vous le voyez avec sous forme de valorisation énergétique, c'est-à-dire que quand on va le brûler, on va récupérer les calories. Et si c'est pas possible, et ben dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un peu le déchet ultime, on va dire, qui va se retrouver soit enfoui dans un centre d'enfouissement technique, soit incinéré, malheureusement, sans valorisation énergétique, ce qui n'existe pas de mémoire dans les Hauts-de-France. Je pense que tous les incinérateurs de traitement de déchets de la région sont des centres de valorisation énergétique. Alors ici, on va parler de responsabilité élargie du producteur, c'est ce qu'on appelle les filières REP. C'est-à-dire que ça rend le fabricant responsable du déchet et c'est au fabricant ou au gestionnaire de la filière qui va être missionné pour le gérer à sa place, de finalement gérer la récupération et le traitement des produits qu'il va fabriquer. Et cette filière REP, elle est financée à l'achat du produit ou du matériel. Et normalement, en tant que producteur ensuite du déchet, vous n'avez pas à payer une seconde fois pour faire éliminer et traiter ce déchet. Par exemple, vous avez le dispositif Cyclamed qui concerne les médicaments non utilisés qui sont produits par les patients en ville. Bon, bah, les fabricants de médicaments contribuent financièrement à la mise en place de cette filière REP. Et par l'intermédiaire des pharmacies d'officine, vous avez une collecte des médicaments non utilisés qui vont être ensuite pris en charge par généralement les grossistes répartiteurs, puis par Cyclamed pour ensuite les traiter. Donc en général, c'est incinéré puisqu'on n'a plus le droit de les récupérer pour les réutiliser. Autre exemple, par exemple, vous avez Recilum, donc, qui est une filière responsabilité élargie du producteur pour tout ce qui concerne les luminaires. Et donc là, voilà, c'est très important d'utiliser cette filière REP puisque vous aurez déjà payé finalement le traitement du luminaire usagé quand il sera en fin de vie. Et donc d'utiliser cette filière REP plutôt que d'aller payer pour faire éliminer ce produit ou ce matériel. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est assez importante parce que du coup, c'est vraiment un levier dans vos établissements d'utiliser au maximum ces filières à responsabilité élargie du producteur. C'est la suivante. Donc voilà, vous avez 23 filières à responsabilité élargie du producteur en France et il est probable que ça continue de grimper. Et parmi les plus récentes, vous le voyez, notamment, on a une filière qui s'est montée concernant les textiles sanitaires, donc drapage, tenue sur blouse, lingette, masque, franges, pansements, etc. On est censé passer donc par cette filière REP pour les éliminer et du coup ne pas payer une deuxième fois le coût d'élimination qui a déjà été répercuté sur le prix d'achat. Merci beaucoup. Ouais, du coup, ça veut dire que quand on achète quelque chose, on paye déjà cette C'est filière ça. et que du coup, il faut l'utiliser, d'autant plus qu'on finalement on a payé pour et il ne faut pas repayer. Ok, En c'est fait, bien clair. il y a deux avantages à s'appuyer sur ces filières à responsabilité élargie du producteur. La première, c'est que ce sont des filières qui ont été organisées spécifiquement pour répondre aux besoins de traitement d'un type de déchet très spécifique. Donc, on est sûr qu'il va être traité et valorisé, si possible, dans les meilleures conditions possibles. Et en plus, bah, d'un point de vue économique, sachant que vous avez déjà payé
le traitement du déchet à l'achat du produit ou du matériel, ce serait un peu dommage d'aller le payer une deuxième fois en l'envoyant dans une filière qui serait pas la filière REP alors qu'elle existe. Ok. Mais Donc cela, ça je vais marche prendre. aussi pour les dasseries, pardon. Parce que je voyais sur votre diapo précédente, c'était marqué dasserie. Alors, Sur la ce date sont les. précédente. Ouais, Enfin, dasserie. Ah c'est oui, c'est d'Astri. C'est Dastri. autre chose Donc, encore, ça? en fait, l'éco-organisme d'Astri, c'est la filière REP de récupération des dasseries produits par les patients en Hmm. autotraitement, Ah, d'accord. c'est-à-dire les patients qui s'approvisionnent auprès de leur pharmacie d'officine, typiquement un diabétique, va du coup se verra remettre un petit collecteur à dasserie par son pharmacien d'officine. Et ensuite, le pharmacien d'officine récupère ce collecteur produit par le patient diabétique et va se faire ensuite collecter par l'éco-organisme d'Astri. Donc effectivement, là, ni le patient ni le pharmacien n'ont à payer puisque ça a déjà été intégré au coût du matériel injectable au moment de l'achat. Ouais, donc du coup là, le coût, il est répercuté sur le matériel piquant qui est acheté par le. C'est ça. Et donc D'accord. Ok. Dastri ne concerne que les dasseries produits par les patients en Hmm. autotraitement. Pour l'instant, on n'a pas de filière REP pour les dasseries produits à l'hôpital. Ok. Alors après, n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat ou à la fin. On pourra bien sûr donner la parole à chacun. Donc là, on va passer plus sur ce qui vous concerne peut-être d'un peu plus près, mais je trouvais ça vraiment, on trouvait ça tous très important qu'on ait un rappel très général sur l'état un espèce d'état des lieux sur les déchets dans une perspective un peu plus macro. Et donc là, on va rentrer un peu plus sur ce qui vous intéresse davantage, c'est les DAE, DASRI dans les soins. Alors, on a voulu quand même dans ce diaporama national faire des rappels aussi de langage, parce que je pense qu'il faut absolument, alors bien sûr, hein, c'est difficile de changer, on a toujours parlé de DAOM par exemple, mais voilà, il y a des acronymes qui ont été choisis dans ce guide. En tout cas, nous, en tant qu'hygiénistes, il faudra quand même essayer d'employer ce qui est dans le guide, parce que sinon, ça va être compliqué de se comprendre si on ne parle pas de la même chose ou qu'on n'utilise pas les mêmes mots. Donc voilà, il y a une liste, hein, donc du coup, pas d'existence réglementaire des DAOM et des DASND, donc il faudrait pour bien faire que tout le monde dise DAE, hein, déchets d'activité économique autres. Le tri sélectif, effectivement, ça n'existe pas. Ça, on parle de collecte séparée. Il y a le terme d'entreposage. Il y a la définition des dasseries A, qui sont les assimilés, donc qui sont produits dans d'autres activités. Et puis, voilà, un déchet assimilé est un déchet collecté par le service public de gestion des déchets. Quand c'est assimilé, c'est que c'est pris par le service qui enlève les ordures, les déchets ménagers. Donc ça, après, vous avez tout dans le guide, hein, mais c'est important vraiment qu'on essaie. Alors ça, c'est qu'on emploie tous des mots et qu'on sache à quoi ça se rapporte. Et là, on arrive sur un point un peu de crispation entre le guide et les hygiénistes parce que on emploie EPI pour désigner des choses différentes. Dans le guide, le terme EPI, c'est le terme qui est dans le code du travail et ce sont donc des dispositifs marquage CE. Voilà, c'est quelque chose de très particulier qui n'est pas le terme qu'on emploie nous pour dire EPI. Nous, les EPI, il faudrait dire EP tout court, c'est des équipements de protection, des équipements complémentaires. Il faudrait essayer d'utiliser un autre mot, je pense qu'on aura du mal. Mais en tout cas, sachez que dans le guide, le terme EPI ne renvoie pas à ce que nous, on appelle EPI en tant qu'hygiéniste. Ça, il faut quand même en être bien conscient. Donc des EPI, c'est un peu, si vous voulez, si dans les soins, l'EPI, donc pour raison de protection, par rapport à un risque biologique, en gros, ça va être un peu ce qu'on mettrait si on avait un risque Ebola, par exemple, hein, donc vraiment des combinaisons intégrales. Alors les masques FFP2, par contre, en sont. Certaines protections oculaires et faciales qui sont normées, des gants qui sont normés, des gants de protection vraiment particuliers, des surbottes, etc. Ça, c'est des EPI tels qu'ils sont définis dans le Code du travail et tels qu'ils existent du coup dans le guide. En revanche, cette personne, alors la photo est assez floue, mais cette personne, comme on en voit beaucoup dans nos hôpitaux, bon, les surchaussures, normalement, on ne devrait pas trop en voir, mais ça, cette personne ne porte pas d'EPI, pas au sens du guide.
Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais ça, c'est vraiment important de comprendre parce que comme les EPI exposés doivent être mis en DASRI, si vous avez bien lu le guide, sachez que là, cette personne ne portant pas d'EPI, il n'y a pas besoin de les mettre en DASRI. Donc c'est ça qu'il faut bien essayer d'intégrer, et c'est pas si évident parce qu'effectivement on est tellement habitué à dire EPI nous au quotidien, on en parle tout le temps dans toutes nos formations, qu'il faut bien faire cet effort intellectuel. Donc voilà, je ne vais pas vous le faire tout en détail, mais ça en gros, le seul EPI du coup qui va poser problème au quotidien dans nos histoires de tri, c'est effectivement le FFP2 parce que oui, c'est un EPI au sens réglementaire du terme et que du coup, s'il est utilisé dans un contexte de protection contre des agents biologiques, il doit aller en DASRI. Voilà, ça je le dis tel que c'est. Il faudra que vous arriviez à vous débrouiller avec ça, mais en tout cas, c'est ce qui devrait être fait. Et par contre, du coup, le massage usagé médical, sauf s'il rentre dans la définition des DASRI, ce n'est pas obligatoire. Enfin, voilà, je ne vais pas vous détailler tout le tableau, mais voilà la distinction entre EPI et non-EPI tels qu'ils existent dans le guide. Donc du coup, finalement, est-ce que c'est nouveau? Il n'y a pas de changements internationaux et il n'y a pas de changement non plus dans le Code de la santé publique. Donc en fait, la réglementation n'a pas changé. Ce qui a changé, le guide de 2009, en fait, déjà, il y avait des choses qui n'étaient pas dans le Code de la santé publique du tout, en particulier le risque psycho-émotionnel. Et ce guide, il n'a pas été remis à jour, il est trop ancien, donc il est caduc. Et ce nouveau guide 2025, il se colle au Code de la santé publique et il respecte la terminologie générale des déchets et les lois environnementales. Et c'est peut-être pour ça qu'il peut sembler un petit peu ardu à intégrer, mais néanmoins, au moins, il a voulu respecter tous les règlements. Et vous avez vu au début, sur une des premières diapos de Pierre, que en fait, la réglementation déchets, elle touche plusieurs codes différents, et c'est ça qui rend les choses assez complexes, entre l'environnement, le travail, la santé, et il faut arriver à mettre tout ça dans la même gestion. Alors, je vais revenir brièvement sur la rédaction. Alors moi, je ne faisais pas partie du groupe de travail national, donc ça a pris beaucoup de temps. Il y avait donc ce guide ancien, enfin ce document ministériel qui datait donc de 2009, dont tout le monde s'était beaucoup éloigné parce qu'effectivement, il y avait des choses qui semblaient ne plus correspondre à la réalité, et donc il fallait absolument le remettre à jour. Il y a eu un groupe de travail national, et avec déjà intégration de CEPIAS effectivement dès le départ, beaucoup d'échanges et beaucoup de divergences d'opinion et d'avis. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. C'est parce qu'il fallait réconcilier quand même tout ça. Et donc, quand les gens sont d'avis différents, c'est toujours plus long d'arriver à faire des documents. Il y a eu des recos qui sont sortis du Haut Conseil, et du coup, il a fallu il y a eu une saisine du Haut Conseil et ça a remis les choses. Il a fallu en fait que ce qui avait été travaillé soit remis à plat. Et donc, il y avait des choses qui étaient quand même assez. Ce qu'il fallait, c'est d'arriver à définir. Bon, les déchets vulnérants ou perforants, c'est assez facile. Ça, c'est quelque chose sur lequel tout le monde s'est entendu quand même depuis très longtemps. C'est assez simple pour tout le monde de savoir que quelque chose qui pique, qui coupe, etc., va aller dans ces boîtes, ces fameuses boîtes jaunes qui sont dédiées à ça. Ce qui était plus compliqué, c'était pour les autres déchets, les déchets mous, etc. Donc, fortement imprégné de sang ou de liquide biologique avec risque d'écoulement. Et après, il y avait cette notion de si vous avez un foyer infectieux avéré suspecté d'une multiplication active, ce qui est typiquement une définition un petit peu complexe, ça partait vers les DASRI. Donc il continue à y avoir des discussions pour essayer vraiment de caractériser, que les choses soient compréhensibles. Mais voilà, on est sur la caractérisation du risque infectieux. Et qu'est-ce que c'est qu'un processus infectieux avec une multiplication active d'agents biologiques pathogènes? Parce qu'il y avait aussi de la discussion autour de, en particulier, si on a, est-ce que le fait d'être porteur de BMR, c'est une multiplication active d'agents? Il a été considéré que non, finalement, c'est-à-dire que si vous êtes juste porteur de BMR, ça ne rentre pas dans la définition d'un déchet qui va aller en DASRI. Puisque c'est une multiplication normale, active, qui n'est pas considérée comme cette définition de caractérisation de DASRI. Et puis donc il y avait effectivement la volonté de bien sûr aller chercher aussi tout intégrer, y compris la loi AGEC. Donc voilà, il fallait arriver à mettre tout ça dans le même guide, ce qui a pris effectivement du temps.
Et avec une volonté donc de former les professionnels du soin, mais pas que, puisqu'effectivement, ils ne sont pas les seuls concernés par le déchet. La logistique et tous les gens qui collectent et qui après traitent les déchets sont aussi concernés par ce guide. Donc voilà, il y a eu plusieurs versions, hein, ça a été assez long avant de pouvoir sortir une version qui satisfasse tout le monde. Et puis donc, il y a eu cette décision entre ces pièces, puisqu'il y avait un groupe de travail, à la fois groupe déchets, il y avait aussi un groupe de travail transition écologique en santé au niveau de l'Intercepias, au niveau national, et il y avait vraiment cette volonté d'accompagner la sortie de ce guide du mieux qu'on pouvait dans chaque région, mais avec un document commun. Donc on vous présente ce diaporama qu'on vous présente aujourd'hui. Alors pareil, encore, un tout petit point sur les définitions et sur la signification, des sigles. Bon, je ne vais pas les lire un par un, mais voilà, il faut bien à chaque fois savoir de quoi on parle pour arriver à faire des protocoles ou des fiches, qui soient clairs. Donc ça, tout est dans le guide, il est un petit peu long, mais vraiment tout y est. Il est très complet, donc n'hésitez pas à y retourner régulièrement pour vous l'approprier. Ça ne peut pas se faire, voilà, en un seul coup d'un seul. On va garder nos vieux réflexes probablement de DAOM un certain temps, puis après ça veut dire qu'il faudra remettre à jour nos documents aussi, ça prendra un petit peu de temps. Ouais, ça c'est un schéma un petit peu lourd, mais qui rappelle les différentes filières et où vont, ces fameux DAS. Donc les DAS, en fait, c'est beaucoup de choses différentes. Donc comme disait, Pierre tout à l'heure, les dangereux et les non dangereux, donc ça c'est une façon de voir les choses. Et puis après donc les différents types de déchets et donc vous, ce qui vous intéresse, c'est les DASseries qui peuvent être donc incinérés ou pré-traités, puis orientés vers une filière complémentaire. Donc il y a plusieurs possibilités. Et puis après, je n'insiste pas, mais il y a aussi les pièces anatomiques humaines qui vont encore dans une autre filière. Enfin voilà, il y a des filières différentes. Les DAS, c'est tout ça. C'est pas que les DASseries. Donc pour finir, la définition qui a été arrêtée, et bien sûr, hein, alors il y a des questions dans ce qui nous est déjà remonté, hein, des questions d'interprétation, mais ça, voilà, on pourra pas donner, on va pas pouvoir dire que c'est quoi fortement imprégné, bah, c'est quand ça risque d'un risque d'écoulement, et ça, c'est vraiment c'est aux soignants en fait d'évaluer, hein. On va pas pouvoir l'évaluer à sa place et même la procédure pourra pas dire précisément c'est quoi un déchet à risque d'écoulement. Et voilà, quand on voit que c'est vraiment plein de sécrétions, d'excrétions de sang, là ça va en DASserie effectivement. Et si c'est un foyer vraiment infectieux avéré, vraiment un pansement dégoulinant de pus, etc., ça va en DASserie. Et puis après, vous avez bien sûr les piquants coupants tranchants, ça là-dessus, il n'y a vraiment pas de discussion. Les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés, et puis les déchets anatomiques humains qui ne sont pas identifiables, donc qui ne vont pas dans la filière pièces anatomiques. Voilà, je ne sais pas si vous aurez peut-être des questions, mais c'est ça la caractérisation du DASserie. Donc effectivement, eh bien, c'est le producteur qui doit décider si son déchet, à la fin, il va en jaune ou pas en jaune. Donc voilà, et cette définition-là, les DASseries contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire, en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. Ça, c'était de mémoire la définition du Code de la santé publique depuis extrêmement longtemps. Donc ça reste vrai. En cas de suspicion d'infection ou d'infection avérée, effectivement, là, les déchets qui sont vraiment directement en contact de ce site infectieux doivent aller en DASserie et ne doivent pas aller dans une autre filière. Donc voilà, ça c'est l'arbre décisionnel que vous avez dû voir normalement qui est disponible en accompagnement du guide, hein, sur le site du ministère. On pourra avoir un petit arbre décisionnel sur qu'est-ce qu'on fait du déchet. Est-ce qu'il est perforant, piquant, coupant, enfin coupant, tranchant? Oui. Anatomique non reconnaissable ou produit sanguin périmé ou incomplètement utilisé, voilà, là c'est facile. Ensuite, voilà, vous allez avoir une cascade de décisions. Alors, il ne s'agit pas de rester pendant longtemps devant son déchet, mais voilà, ça, c'est les choses qu'on doit avoir en tête, c'est comment on l'oriente en fonction d'où il vient et à quoi il est. Est-ce qu'il était en contact avec ce site infectieux ou est-ce qu'il dégouline et qu'il y a un risque d'écoulement ou pas? Et c'est ça qui va permettre de l'orienter. Alors, il y a une chose qui est claire dans le guide, et ça je trouvais que c'était très bien, c'est que du coup, la colonisation à BMR, BHR n'est pas un site infectieux. Et ça, je trouve que c'est bien que ce soit écrit, parce que pour le coup, c'est écrit noir sur blanc.
Donc, ce qui veut dire que là, vous avez vraiment le guide pour ceux qui avaient encore des doutes sur est-ce que je mets les déchets de mon patient porteur de BMR, BHR en DASRI ou pas. Bah là, c'est écrit en toutes lettres que ce n'est pas la peine, hein, sauf déchets qui rentrent dans la définition des DASRI par ailleurs. Donc, ne sont pas considérés comme des DASRI quand ça ne vient pas d'un foyer infectieux, ce qu'on a déjà défini. Si le patient présente une infection, mais que le déchet ne vient pas du foyer infectieux, ça ne va pas en DASRI. S'il n'y a plus de risque infectieux, et si c'est pas fortement, s'il y a un peu de sang, mais que c'est pas fortement imprégné, en tout cas, si ça risque pas de couler, ça n'est pas la peine de les mettre en DASRI. Bon voilà, là il y a quelques exemples, on pourra en reparler. Et là, je crois que je vous repasse la parole, Pierre, il me semble, sur la responsabilité du professionnel producteur. Alors, est-ce que j'ai perdu Pierre? J'ai oublié de réactiver mon micro. Ah, pardon. Merci, ouais, j'étais en train de commencer à parler tout seul. Ouais, donc effectivement, je pense qu'on peut insister aussi sur ce point, sur le fait qu'on ne peut pas établir de classement selon le matériel utilisé, mais c'est bien son utilisation et notamment au contact d'un site infectieux qui va conditionner le classement du déchet. Par exemple, un abaisse-langue en bois qui va être utilisé pour un contrôle de routine de la sphère ORL chez un patient qui manifestement ne présente pas de risque infectieux, ça va partir dans les déchets classiques. Par contre, ce même abaisse-langue, s'il est utilisé pour un examen d'un patient qui présente une infection au niveau de la sphère ORL, théoriquement, cet abaisse-langue doit être orienté vers la filière DASRI et ainsi pour tous les matériels utilisés. Donc, c'est vraiment, on peut pas, et ça j'insiste sur ce point parce que j'ai déjà eu des discussions avec certains de vos collègues, c'est qu'on peut difficilement établir une liste des déchets à orienter dans les déchets qu'on peut assimiler aux ordures ménagères ou dans les DASRI parce qu'on n'a pas une approche par matériel, mais bien par usage en fonction du statut infectieux du site qui va entrer au contact du déchet. Donc là, on insiste un petit peu sur la responsabilité du professionnel producteur. Voilà, la réglementation est ainsi faite pour responsabiliser fortement donc le producteur du déchet. Donc, on doit le caractériser en fonction de sa nature et de son caractère de danger. Donc, vous avez effectivement le risque infectieux. Vous avez également des déchets qui présentent un risque chimique et toxique, des RCT, et puis aussi des déchets qui pourraient présenter un risque radiologique, DRR. Donc, ça, ces deux catégories de déchets dangereux seront abordées dans le tome 2 du guide à apparaître dans les prochains mois. Et alors, ça soulève aussi une question sur laquelle on ne va pas forcément s'appesantir aujourd'hui, sauf si vous avez des questions, mais sur la gestion des risques combinés, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un déchet qui présente un risque infectieux, mais qui présente aussi un risque radioactif. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de le traiter en fonction du risque qu'on va considérer comme étant le plus dangereux. Donc typiquement, un DASRI radioactif, on le met d'abord en décroissance et après on le traite comme les autres déchets de soins à risque infectieux. Voilà, et bon donc quelques rappels sur la manière dont on va gérer ces DASRI. Il y a des règles assez précises qui sont relatives au transport des matières dangereuses. Et puis beaucoup de normes aussi qui vont s'appliquer aux installations de collecte et de regroupement et de traitement des DASRI. Donc, le producteur du DASRI, lui, dans l'idée, c'est qu'il analyse et qu'il évalue le risque tout au long de la filière de gestion.
il doit établir, alors donc là c'est pour les aspects administratifs, une convention écrite et signée afin de confier ces déchets pour le transport et l'élimination, donc avec le prestataire de collecte. Cette convention, elle est réglementaire et son contenu est détaillé d'ailleurs dans la réglementation et elle vise aussi justement à essayer de décharger la responsabilité du producteur un maximum, c'est-à-dire que quand bien même vous restez responsable, à partir du moment où vous avez confié vos déchets et que ça respecte bien tous les items de la convention, on pourrait quand même imaginer un transfert de responsabilité si c'était le collecteur qui était fautif. Donc ça, en plus de cette convention qui va décrire les modalités de ramassage des dasseries, à chaque enlèvement, il y a ce qu'on appelle un bordereau de suivi qui est censé être émis. Donc c'est un formulaire CERFA ou même maintenant on peut utiliser l'outil Track Déchets qui nécessite encore quelques ajustements pour être pleinement opérationnel. Mais l'idée de ces bordereaux de suivi, c'est justement à chaque enlèvement de dire, bah voilà, moi en tant que producteur, je vous ai remis autant. Le collecteur va dire, bah, moi, je suis venu collecter autant, et ensuite l'installation de traitement va confirmer la quantité ou le volume de déchets qu'elle a traité, et puis remettre un double du bordereau pour permettre au producteur de justifier qu'il a traité ces déchets dangereux, et en l'occurrence les déchets d'activité de soins à risque infectieux, conformément donc aux exigences réglementaires, et surtout en essayant d'assurer une sécurité maximale dans le traitement de ces déchets. Donc voilà, ça c'est pour les aspects un peu administratifs, une convention et puis un bordereau de suivi à chaque prise en charge. Alors, là, c'est pour rappeler que, bien évidemment, si on a un marché public de collecte et d'élimination des déchets qui a été passé, ça fait office de convention et on doit retrouver dans ce marché l'ensemble des items réglementaires qui doivent obligatoirement figurer à la convention. Donc, voilà, souvent les établissements de santé publique disposent d'un marché de collecte et d'élimination des dasseries, et donc ça fait office bien sûr de convention. Alors là, ça renvoie donc à la responsabilité aussi que nous avons dans les services, c'est-à-dire d'adapter les procédures de tri à la fois au regard des exigences réglementaires de gestion des dasseries et aussi en fonction de l'activité et des particularités de l'établissement. Par exemple, on y reviendra probablement un peu plus tard, mais vous savez que les dasseries ont deux méthodes d'élimination. Soit ils sont incinérés, soit ils sont pré-traités, puis désinfectés pour les banaliser, hein. On appelle ça la banalisation. Selon le devenir de ces déchets, bah, vos procédures, elles sont susceptibles d'évoluer. Tout à l'heure, j'avais une question sur le devenir des médicaments non utilisés à l'hôpital. Il est toléré de les mettre avec les dasseries quand les dasseries sont incinérées. Par contre, et c'est ce qu'on recommande, l'idéal, c'est quand même de leur faire, de les séparer, d'avoir une filière séparée, puisque si vos dasseries sont banalisées, c'est-à-dire pré-traitées et désinfectées, bah, évidemment, on ne peut pas y mettre les médicaments, puisque des dasseries banalisées, possiblement, après, on peut les enfouir. Et si vous enfouissez des médicaments, on risque de contaminer les sols et les eaux souterraines. Donc voilà, c'est important de faire aussi un tri à la source et d'avoir bien connaissance aussi bah, des pratiques au sein de l'établissement et du devenir des déchets pour pas faire de bêtises sur le devenir des déchets. C'est vrai que dans l'esprit collectif, on a l'habitude de dire que les dasseries sont incinérées, mais aujourd'hui en Hauts-de-France, ça n'est plus vrai, hein. La grande majorité des dasseries qui sont collectées aujourd'hui dans vos établissements, ils subissent un pré-traitement par désinfection et possiblement derrière, ils sont enfouis et non pas incinérés. Donc surtout, il ne faut pas y retrouver de produits chimiques ou de médicaments, puisque là, il y aurait un fort risque de contamination environnementale. Donc voilà, l'idée, c'est d'actualiser ces procédures et puis aussi bah, de sensibiliser et de former les collègues, les équipes sur le terrain aux règles de bon tri des déchets d'activité de soins et a fortiori des déchets d'activité de soins à risque infectieux.
Donc là, vous savez, hein, là, je vais rien vous apprendre sur les différentes étapes de l'élimination des dasseries. Tout d'abord, il y a leur conditionnement et leur tri, donc qui doit être dans des emballages qui sont homologués, qui ont une couleur dominante jaune, dont l'emballage sera adapté au type de déchets. Les pics en coupe en tranchant, ben, on va les collecter dans des emballages en plastique qui vont permettre de ne pas se faire transpercer par des scalpels ou des aiguilles. Des dasseries avec des risques d'écoulement, bah, on va plutôt les collecter dans des fûts en plastique parce que les emballages carton combinés plastique, c'est pas aussi étanche. Voilà, donc l'idée c'est de bien choisir les emballages en fonction du type de dasserie qu'on va produire. Ensuite, il va y avoir une partie d'entreposage et de regroupement, c'est-à-dire qu'au sein de l'établissement, bah, les dasseries, dans l'attente de leur enlèvement, vont être entreposées et cet entreposage, notamment en fonction des quantités produites, est soumis à certaines règles. Donc, en général, il doit y avoir des locaux dédiés avec des sols et parois lavables, un éclairage, etc., etc. Ensuite, sur tout ce qui concerne le transport et la traçabilité, donc on en a déjà parlé, hein, le transport des déchets dangereux dont font partie les dasseries relève du transport des matières dangereuses, c'est une réglementation européenne. On a une obligation de désignation d'un conseiller à la sécurité dans les établissements, et puis, je vous le disais, les formulaires à remplir à chaque enlèvement pour assurer leur traçabilité. Ce formulaire qui ensuite va suivre le déchet jusqu'à l'installation de traitement, donc soit l'incinération, soit le pré-traitement par désinfection. Et puis ensuite, une fois que le dasserie a été traité, le bordereau de suivi revient au producteur pour attester qu'il a bien éliminé les dasseries dans les conditions prévues par la réglementation. Ce que je vous ai pas dit, mais que vous savez probablement, c'est que en matière de production de dasserie, les conditions d'entreposage et les fréquences d'élimination augmentent à mesure que les quantités produites augmentent également. C'est-à-dire qu'un tout petit producteur de dasserie, il va avoir moins de contraintes réglementaires pour les entreposer et il va pouvoir les éliminer à une fréquence assez importante de l'ordre du mois. Par contre, un établissement sanitaire, par définition, gros producteur de dasserie, lui, on va plutôt être sur des fréquences d'élimination toutes les 72 heures minimum, et puis avec des conditions d'entreposage qui sont un peu plus strictes. Je vous disais, local dédié, sur les parois lavables, arrivée d'eau, évacuation des eaux de lavage, etc., etc. Un petit point important qui n'est pas toujours connu dans les services, c'est que le délai donc de 72 heures en l'occurrence pour les établissements sanitaires, entre donc la production du dasserie et puis son élimination, court à compter de la fermeture du contenant. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça vous permet aussi de limiter le gaspillage et de ne pas aller faire éliminer des contenants qui seraient pleins seulement au dixième parce qu'il y aurait assez peu de rotation sur ce type de contenant et que vous auriez considéré la date d'ouverture comme étant la date faisant courir le délai des 72 heures. Donc typiquement une boîte à aiguilles qui est pas remplie dans la journée, par exemple, on va bien considérer les 72 heures une fois que la boîte sera pleine et fermée définitivement. Et ça, c'est important parce que c'est aussi un levier économique pour vos établissements, c'est de ne pas aller faire traiter des contenants qui seraient à moitié pleins par méconnaissance finalement de cette règle de délai qui court à compter de la fermeture définitive du contenant. Ce qui veut dire d'ailleurs, comme c'est noté, que pour des déchets qui auraient des odeurs, parce que sur les piquants coupants tranchants, il n'y a pas trop ce problème, moins ce problème-là, c'est surtout adapter la taille, hein, c'est ce qui est marqué, mais c'est vraiment Bien super sûr. important, parce que si vous avez des énormes contenants enfin trop grands par rapport à la quantité éliminée, et que effectivement vous allez les fermer plus tôt que prévu à cause de la gêne en fait que ça va entraîner, voilà, il faut vraiment bien réfléchir à qu'est-ce que je produis avant d'aller acheter. Enfin, bon, dans les établissements, ils le savent très bien, c'est peut-être dans les plus petites structures où il y aurait moins de dasseries que peut-être il faut vraiment y réfléchir et bien adapter les achats à ce qui est réellement produit. Une fois défini ce qu'est un dasserie dans votre structure et qu'est-ce que vous allez y jeter. Est-ce que je peux passer à la Oui, oui, suivante? bien sûr.
Non, ben voilà, vous avez Ouais, fait la tout le détail, transition oui. bonne à elle avec le choix du conditionnement. Donc, choisir un conditionnement adapté au type de déchets produits, hein. Ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis aussi, dont la contenance est adaptée, effectivement, pour éviter aussi de traîner un contenant ouvert un peu trop longtemps avec des déchets qui risquent possiblement d'engendrer des nuisances. Donc voilà les différents contenants. Donc vous avez ce qu'on appelle les emballages carton combinés avec un plastique à l'intérieur qui va concerner tous les déchets d'acerie non perforants, dits d'acerie mou. Vous avez le petit sac en plastique qui, lui, est vraiment utilisé sur le chariot de soins pour des tout petits conditionnements, mais qui n'est pas homologué pour le transport en tant que tel, donc qui doit obligatoirement rejoindre un contenant homologué, donc soit le carton de gauche, soit un grand emballage en plastique. Et puis pour tous les perforants, emballage plastique évidemment, et pour tous les dasseries liquides, des fûts en plastique pour éviter les suites évidemment. On va passer à la suivante. Alors là, on a eu l'occasion d'en parler un tout petit peu tout à l'heure, hein. C'est concernant les dasseries qui sont produits au domicile des patients, donc avec la filière REP qui repose sur l'éco-organisme d'Astri. Donc à bien dissocier des dasseries qui sont produits par les professionnels de santé au domicile du patient. Si c'est un professionnel de santé qui produit le dasserie, c'est sa responsabilité, c'est à lui d'avoir un contrat de collecte et d'élimination avec un prestataire de traitement des dasseries. Par contre, si c'est le patient lui-même qui produit le dasserie, typiquement le diabétique avec son insuline auto-injectable. Dans ce cas-là, le pharmacien donc lui remet un emballage à piquant coupant tranchant de couleur majoritaire jaune, mais avec un couvercle vert pour le différencier de ceux qui seraient utilisés à l'hôpital, par exemple. Et donc le patient va rapporter son contenant dans la pharmacie et ensuite l'éco-organisme d'Astri va organiser la collecte et le traitement des dasseries produits par les patients en autotraitement. Diapo suivante. Alors là, cette fois-ci, on va aborder très rapidement les pièces anatomiques, qu'elles soient d'origine humaine ou animale. Donc pour mémoire, une pièce anatomique d'origine humaine, c'est par définition un organe ou un membre qui est aisément identifiable par un non-spécialiste. Les pièces anatomiques d'origine humaine donc, doivent suivre obligatoirement une filière d'incinération en crématorium qui dispose d'une autorisation pour pouvoir traiter les pièces anatomiques. Et là encore, comme pour les dasseries, il y a un système de bordereau de suivi et un registre nominatif obligatoire pour assurer la traçabilité. Et donc ici, vous avez un petit exemple de cas particulier qui concerne les placentas, bon, qu'on va considérer comme une pièce anatomique d'origine humaine non aisément identifiable et donc qui peut suivre la filière dasserie. Mais par exemple, un bras ou une jambe, bon, vous imaginez bien que là, on est sur de la pièce anatomique d'origine humaine et c'est traité en crématorium. Et puis les pièces anatomiques d'origine animale qui ne sont pas assimilées à des déchets dangereux ou à des dasseries, mais qui doivent quand même faire l'objet d'une incinération. Et c'est supervisé par le service public de l'équarrissage. Je vais reprendre la main sur. Alors, ah non, ça c'était encore. Ouais, Ouais, c'était encore c'était. pour vous, il me Attends, semble. excuse-moi. Je sais plus. C'est parce que vous avez rajouté une paire de slides au Ah début, oui, et donc du coup ouais, il y en a encore ça a trois, je décalé pense. à 42, ouais, c'est ça, ou 42 ou 43. Ok. Voilà, petit rappel, j'ai eu l'occasion de vous en toucher un petit mot sur donc le traitement, l'élimination ultime des dasseries. Deux modalités actuellement sont autorisées, soit l'incinération à 850 degrés, et donc pour mémoire, ça se fait dans une installation qui est ICPE, c'est-à-dire installation classée pour la protection de l'environnement et qui est contrôlée par les équipes de la DREAL. Je vous l'ai dit, dans les Hauts-de-France, les installations d'incinération sont tous des centres de valorisation énergétique, donc c'est-à-dire que les dasseries incinérées vont produire des calories qui vont être réutilisées, par exemple pour produire du chauffage urbain. Ou alors, et c'est
désormais la filière majoritaire dans la région. Les dasseries subissent un pré-traitement par désinfection, c'est-à-dire qu'ils vont être broyés et ensuite portés à une température d'un peu plus de 100 degrés pendant un certain temps. Ça dépend les systèmes. Ce qui va faire que on va considérer que les dasseries sont banalisées, c'est-à-dire qu'ils sont finalement assimilables à des ordures ménagères. Ensuite, donc, ces dasseries qui auront fait l'objet d'un pré-traitement par désinfection, ils peuvent être incinérés, mais ça a assez peu d'intérêt de les pré-traiter si, in fine, c'est pour les incinérer. En tout cas, dans notre région, la plupart des dasseries donc, sont pré-traitées par désinfection et sont ensuite envoyées dans un centre d'enfouissement technique. Petit aparté, le pré-traitement par désinfection, ça va permettre quand même d'ouvrir des perspectives de valorisation de ces dasseries qui sont pour l'instant pas encore autorisées par la réglementation, mais on a autorisé une expérimentation, et notamment dans notre région, de récupération et de valorisation des plastiques, puisque vous avez toutes les boîtes à aiguilles et tous les fûts en plastique qui contiennent notamment pas mal de polypropylène. Le polypropylène, c'est un plastique d'assez bonne qualité qui se valorise assez bien. Et donc, l'acteur principal de pré-traitement par désinfection dans les Hauts-de-France, c'est Cosmolis. On l'a autorisé à expérimenter donc la valorisation des plastiques contenus dans les dasseries. Donc, c'est une solution aussi qui peut présenter une certaine forme de vertu d'un point de vue environnemental et écologique. Voilà, petit point important, tous les dasseries ne sont pas éligibles au pré-traitement par désinfection. Donc, ça va être notamment les déchets susceptibles de renfermer des agents transmissibles non conventionnels type prion, où là, c'est encore l'incinération qui reste obligatoire. Les déchets qui contiendraient des médicaments et notamment des médicaments anticancéreux, puisque je vous ai dit, hein, bon, d'une part, c'est susceptible d'exposer les personnels qui exploitent les appareils de pré-traitement par désinfection, et puis après, on risque de les retrouver dans les sols et les eaux souterraines. Sont évidemment aussi tous les déchets qui sont susceptibles de nuire au fonctionnement des appareils de désinfection. Je vous ai dit, il y a une étape de broyage. Donc évidemment, les prothèses en titane, les grandes pièces métalliques, ça va pas être très bon pour les broyeurs et ça risque de les détériorer. Et puis, tous les déchets qui contiennent des propriétés de danger, donc inflammables, toxiques, etc. Bon, je ne vais pas tous vous les lister, hein, mais en gros, c'est tous les pictogrammes orange que vous voyez en général sur les produits chimiques. Et puis les déchets qui contiennent des résidus de médicaments, bah là, et pour la même raison il ne faut pas exposer les personnels qui exploitent les appareils de pré-traitement par désinfection, et surtout, il ne faut pas ensuite que ça contamine l'environnement. Je crois qu'il y a un micro ouvert, s'il vous plaît. Je sais pas, moi je vois plus du tout la liste des participants, mais il y a un micro qui était ouvert. Alors je vais reprendre la main puis pour le côté plus pratique. Alors on va pas faire toutes les situations en détail, ça nous prendrait vraiment trop de temps. Le diaporama, vous l'aurez à disposition en PDF si vous voulez aller chercher des exemples parlants ou pas. Enfin voilà, faire votre choix d'exemples pour en parler dans vos établissements. Donc on a essayé de choisir un certain nombre de situations où il peut y avoir, selon la situation, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire que le même objet, enfin le même matériel ou le même ne va pas aller au même endroit selon à quoi il a servi. Et donc voilà, par exemple, si je prends l'exemple de la sonde urinaire avec un sac collecteur vidangeable, si vraiment il y avait une infection, une pyurie très importante, c'est pas pareil que si c'est juste que l'urine est stérile ou en tout cas pas suspecte d'une infection urinaire, d'une pyurie importante et d'une présence importante de germes dans le sac. Je sais après on en a mis plein d'autres, hein, mais voilà, la diarrhée par exemple, effectivement, chez on sait que ça avait été quand même, que c'est quelque chose qui était assez clair, me semble-t-il. C'est que du coup le change d'un patient qui a une diarrhée infectieuse, on avait continué à dire qu'il fallait que ça aille en dasserie. Par contre, chez le même patient, le déchet qui n'est pas en contact avec le foyer infectieux n'ira pas en dasserie.
BMR, BHR, du coup, même voilà, un change avec des selles chez un patient porteur de BMR, BHR ne va pas en DASRI. Ça, c'est quelque chose au moins qui vous pourrez facilement retenir. C'est marqué en toutes lettres dans le guide. On a pas mal d'exemples, je ne vais pas tous vous les faire. Le pansement, par exemple, s'il y a un suintement, mais pas quelque chose de purulent, va pas en DASRI. Si ça coule et que c'est plein de pus, ça va en DASRI. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire pour tous les exemples, mais c'est vraiment à quoi a servi et puis l'aspect en fait du déchet qui va permettre de l'orienter au mieux. Et dans le doute, effectivement, ça, on va souvent nous poser la question, oui, mais forcément, il y a un petit aspect subjectif, surtout sur le risque d'écoulement. Et ben, par défaut, ça va en DASRI. C'est-à-dire que si on n'est pas sûr, c'est le DASRI qui doit primer. Parce qu'il ne faut pas qu'un déchet DASRI ne soit pas en DASRI. Alors, quelques spécificités, qu'est-ce qu'on avait mis? Pareil pour les aspirations très sales ou pas sales, ça ne va pas aller au même endroit. Qu'est-ce qu'on avait mis aussi? Pour tous les déchets, en fait, selon qu'il y a un risque infectieux avéré ou pas. Et donc, effectivement, ça donne beaucoup de responsabilités aux professionnels, mais c'est bien comme ça qu'il doit y avoir une réflexion quand même, de ne pas tout mettre au même endroit par facilité, en quelque sorte, et qu'il faut quand même avoir un peu une réflexion sur, effectivement, entre ma compresse avec un peu de sang et ma compresse imbibée de sang, bah oui, effectivement, ça ne va pas aller dans la même poubelle. Et donc là, les spécificités villes, je vais peut-être pas y passer trop de temps. Je pense pas qu'on ait des professionnels libéraux qui soient là, mais encore que. Donc pareil, sur les soins, on a pris l'exemple du soin de pédicure et des soins dentaires, qui sont des choses assez courantes. Donc voilà, pareil, effectivement, un foyer infectieux très important, un abcès dentaire, ça va aller en DASRI, et alors que s'il n'y en a pas, ça va aller en DAE. Et on a fini. Merci beaucoup à Pierre Conseil pour cet éclairage vraiment intéressant sur le plan réglementaire général qui nous permet d'avoir une vision plus large. Je vais arrêter le partage. Hop là. Et puis, je vais mettre la conversation. Regardez s'il y avait des questions. Alors, le replay. Alors, attendez. Le replay, oui, en fait, là, il y a un enregistrement en cours. Donc, c'est effectivement, Sylvie avait répondu, c'est enregistré. Donc, on le mettra sur notre site avec le PDF de la présentation. Alors, J'ai déjà commencé à répondre à les quelques questions. DASRI banalisés sont enfouis en Hauts-de-France ou valorisés dans les enrobés de route. Alors là, Donc là, principalement, ils sont enfouis. Et il y a une remarque complémentaire de Madame Le Teneur qui est très intéressante. C'est pourquoi banaliser le DASRI si au final c'est enfoui alors que l'incinération valorise le déchet en énergie? Alors c'est une excellente question. Euh, on va rentrer dans des aspects un peu plus techniques de la collecte et du traitement des DASRI sur les impacts écologiques et financiers de la gestion de ces déchets. Il y a aussi un gros aspect qu'il faut prendre en considération, c'est les aspects transport. Effectivement, outre le fait que la banalisation, c'est-à-dire le pré-traitement par désinfection, ouvre des perspectives de valorisation matière, comme je vous en ai touché un petit mot tout à l'heure, il y a aussi le fait que ces installations de traitement et d'enfouissement peuvent aussi limiter les distances de transport et donc les coûts de collecte et les impacts environnementaux associés. Donc ça dépend aussi vraiment du tissu local. C'est sûr que si vous devez aller faire incinérer vos dasseries, mais qui doivent parcourir 100 km en camion, alors que vous avez une installation de banalisation qui est, par exemple, ici, pour les établissements de santé à côté de Lille, l'installation est à Avelin, donc elle est à moins de 10 km, l'installation de banalisation. Du coup, ça permet aussi de diminuer les impacts, effectivement. parce que Et puis, l'incinération, si elle offre des perspectives de valorisation énergétique, il ne faut pas oublier aussi que l'incinération a aussi des rejets atmosphériques aussi, qu'il faut prendre en considération, même si les incinérateurs sont équipés maintenant de filtres qu'on espère les plus performants possibles pour limiter un maximum les rejets atmosphériques. Il y en a quand même, et notamment du carbone.
Oui, parce qu'effectivement, de mémoire, c'est beaucoup l'impact carbone, des déchets est moins important que l'impact carbone du transport. Enfin, du coup, moi, au niveau, ordre de grandeur, c'est pas les mêmes ordres de grandeur, donc effectivement, comme, disait Pierre, si on doit, dépenser d'essence pour transporter notre déchet à l'incinérateur et qu'en plus l'incinérateur produit du carbone, finalement, on n'est pas. Et après, l'enfouissement, du coup, les dangers de l'enfouissement, parce que du coup, il y a des sacs plastiques qui vont se décomposer et qui vont du coup. Et ça aussi, c'est parce qu'on peut en parler tout à l'heure des médicaments qui vont aller dans les sous-sols et tout ça, mais en termes de microplastique, de toute façon, il n'y a pas de solution parfaite, hein, mais en termes de microplastique, etc., ça, on sait un petit peu ce que ça peut, en combien de temps ça se Non, alors, dégrade et les après, les impacts. centres d'enfouissement technique, en théorie, ont des cellules qui permettent quand même de limiter l'interface avec le sous-sol, avec des membranes étanches, etc. Mais effectivement, il faut à tout prix éviter de retrouver des chimiques et des médicaments Mm. dans des dasseries qui seraient banalisés puis enfouis, quand bien même les installations techniques d'enfouissement offrent quand même des petites sécurités ou en tout cas des freins à ce que les différents composés chimiques ou plastiques se retrouvent trop vite dans le sol et les eaux souterraines. Alors, il y a une question, y a-t-il un travail sur le verre médicamenteux? J'ai pas de, Euh, ré- j'ai c'est pas de une réponse à cette question, mais excellente question. Oui, dans le sud-ouest, il y a une entreprise qui commence à les traiter, mais effectivement, on manque un peu d'acteurs. Le verre médicamenteux n'intéresse pas beaucoup les industriels et pour l'instant, on est un peu orphelin de solutions pour le verre médical. nous n'avons pas de PUI fonctionnant avec une pharmacie de ville conventionnée. À ce jour, nous mettons les médicaments dans le Cyclamed. Est-ce qu'on peut continuer en tant qu'établissement de santé? Sinon, quelle filière pour les médicaments non consommés? Donc, c'est un Alors, établissement sans PUI. c'est encore enregistré, hein? Parce que je suis pas Oh, sûr d'avoir une réponse totalement politiquement correcte. Et c'est c'est enregistré, oui, enfin, on pourra faire des coupures, hein, mais bon, donc la théorie, effectivement, bon, il y a deux aspects. Il y a les aspects réglementaires et puis il y a les aspects gestion des risques. Moi, effectivement, je préfère que les établissements, que les médicaments soient collectés dans une filière qui soit dédiée aux médicaments, que ce soit Cyclamed ou une filière à la main de l'établissement de santé producteur. Par contre, Cyclamed, c'est un éco-organisme, donc c'est une filière REP, on l'a vu tout à l'heure, qui est financée par les labos producteurs. Si ça vient à leurs oreilles, qui financent la récupération et le traitement de médicaments qui n'étaient pas censés financer, il risque d'y avoir des gros problèmes et Cyclamed serait dans l'embarras parce que ce sont les garants justement du bon emploi des cotisations des producteurs de ces médicaments pour faire fonctionner la filière REP. Donc voilà, d'un point de vue risque, c'est mieux de les envoyer dans Cyclamed plutôt que de les mettre dans les ordures ménagères, on est bien d'accord. Par contre, en théorie, vous ne devriez pas utiliser cette filière REP Cyclamed qui n'est destinée que aux médicaments non utilisés produits en ville. Et donc, chaque établissement est censé contractualiser avec un prestataire de collecte et d'élimination la collecte et l'élimination donc de ces d'IMED, donc ces déchets issus de médicaments, que ce soit les médicaments non utilisés ou les périmés. Et donc, bah, des acteurs, il y en a plusieurs. Vous pouvez vous rapprocher d'ailleurs de votre prestataire de collecte des dasseries qui, dans la plupart des cas, est susceptible aussi de collecter les DIMED et de les envoyer dans une installation d'incinération. est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai plus dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro? Est-ce que vous avez des... Voilà. Donc, comme je l'ai dit au début, tout le monde n'était peut-être pas arrivé. Donc, chaque région fait le même exercice que ce qu'on fait aujourd'hui. CEPIAS, en général ARS, de présentation de ce diaporama, donc qui est commun. Et donc, il y aura des remontées. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer à les remonter, même après, bon, dans un délai
assez rapide pour qu'on les fasse remonter donc en groupe de travail national voilà, pour continuer à alimenter. C'est un sujet qui va continuer forcément à nous occuper. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter au CEPIAS et moi je les ferai remonter plus haut, quoi. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, On aurait juste une petite question pour caractériser le foyer infectieux. Donc, par exemple, une épidémie de grippe, est-ce qu'on considère que ça doit être éliminé dans la filière DASRI? Non, pas forcément. pour moi, le seul qui irait en DASRI, mais on sait que ça va vous compliquer la tâche, ce serait le C'est le Covid. FFP2. C'est le masque Ouais, c'est FFP2. ça, c'est le FFP2. C'est le FFP2 à cause du coup de non pas à cause même pas à cause de sa définition, enfin de son contact avec un foyer infectieux, mais parce que c'est un EPI au sens réglementaire du terme. D'accord. Après, si vraiment, effectivement, si vous avez normalement, si vous avez des résidents qui toussent et crachent à qui mieux mieux et qui portent des masques, bah, leur masque à eux, normalement, effectivement, devait être en DASRI, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc c'est là où on sait que voilà, ça va. Ceux qui avaient déjà beaucoup rétro pédalé, enfin diminué beaucoup les déchets allant en DASRI, on sait que ça va ils vont revenir, s'ils appliquent le guide, ils reviennent en arrière. Mais ce serait ça. Et après, sur des cas d'infection respiratoire, enfin d'épidémie en EHPAD, en ESMS, bah, s'il y a des diarrhées infectieuses, là par contre le change, là il va en DASRI, ça a toujours été, là pour le coup ça change pas trop, mais pas la totalité non plus des déchets du patient, hein, ou du résident, pardon. Donc, voilà, c'est vraiment essayer de trouver où est le foyer infectieux. Donc effectivement, est-ce que le masque ou pas, le FFP2 à cause de son statut de pays, le masque chir, pas celui du personnel, celui du patient, du résident, ça se discute. Moi, j'ai envie de dire que si vous avez un doute pour le masque chir, envoyez-le en DASRI et c'est pas ça qui changera Ça n'a pas changé la la face du facture monde, finale on est de bien d'accord. l'élimination de vos DASRI, d'avoir quelques masques en plus. Il faut vraiment avoir une approche assez pragmatique du sujet, c'est-à-dire ni trop ni trop peu. Les DASRI, ce sont des déchets dangereux. On a monté en place des filières avec des conditions spécifiques pour les éliminer, pour essayer de minimiser un maximum ces risques. Donc, il faut quand même aussi rester, bah, je le disais, pragmatique en se disant, bon, bah, voilà, et si vous avez un petit doute, c'est pas quelques masques chir en plus ou en moins qui vont changer la facture finale pour l'établissement, parce que certes, l'élimination, et on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, hein, l'élimination d'une tonne de dasserie, et c'est à peu près 3 à 4 fois le coût d'une tonne d'élimination de déchets assimilables aux ordures ménagères. Donc c'est plus coûteux, mais c'est pas ça c'est pas ça qui va beaucoup changer. Et il faut quand même, enfin, certains établissements, je pense, sont allés assez loin dans le déclassement finalement de déchets. Euh, euh, D'autres ont peut-être un peu interprété différemment. Par exemple, certains établissements disaient, ah bah moi je n'y mets plus que les déchets qui ont été au contact d'un patient BMR. Bah, finalement, c'était pas non plus la bonne logique, puisque patient BMR, si le matériel n'a pas été en contact d'un site infectieux, il n'y a pas particulièrement plus de risques que sur un autre. Donc c'est vraiment, voilà, tous les matériels qui ont été susceptibles d'être au contact d'un foyer actif de multiplication infectieuse qu'il faut envoyer dans les DASRI. Et bah, retenez que si vous avez un petit doute, vous mettez en DASRI et c'est pas ça qui changera complètement la face du monde. Ce qu'il faut, c'est pas tout mettre en DASRI. Et je vois encore certains établissements qui, pour des raisons, et que je ne blâme pas, hein, mais pour des raisons logistiques, parfois ne mettent qu'une seule poubelle DASRI dans le service, bah forcément, du coup, tout part en dasserie. Mais moi, quand je vois du papier et du carton partir dans la poubelle dasserie, je me dis, là, c'est dommage. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop chipoter sur le masque chir, infectieux, pas infectieux, mais surtout déjà vérifier que vous avez des dispositions qui vous permettent un tri séparé des déchets et a fortiori que vous ne mettiez pas de choses qui ne souffrent pas interprétation dans la poubelle dasserie, type emballage de carton, papier, quoi. Mhm.
Ouais, je pense qu'il y a 2 types ça, moi, pour connaître, je pense que Pierre, il a aussi son expérience de terrain. C'est qu'il y a des gens qui avaient beaucoup, beaucoup diminué, peut-être un peu trop, et ceux qui avaient jamais diminué. Et puis, il y a eu le covid qui est passé par là aussi, hein, qui a fait quelques dégâts. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui mettent trop de choses en dasserie, en fait, hein, beaucoup, beaucoup trop, et où peut-être il faut aussi redonner quand même conscience aux professionnels que c'est pas neutre. C'est-à-dire que moi, à l'époque où j'étais hygiéniste de terrain, j'ai fait du vidage de sacs et du tri dans le local déchets. C'était extrêmement impressionnant quand même ce qu'on trouvait. Et quand on retriait, on divisait parfois par 2 le poids au final parce qu'ils jetaient tout dedans. En fait, la poule, l'emballage, plein d'emballages papier, etc. Et là-dessus, vraiment, par contre, au total, on peut vraiment faire des économies économiques, écologiques aussi. Donc, il y a ce travail-là. Et il faut aussi avoir je pense quand même une prise de conscience qu'il y a moi, c'est ce que ça m'a fait découvrir de travailler sur ce sujet-là, c'est qu'il y a pas que nous, en fait. C'est-à-dire que derrière, il y a des filières et cetera. Donc faut quand même, alors on sait bien que pour les professionnels, c'est pas évident d'intégrer tout ça, mais je pense que tout le monde est quand même peut un peu, se rendre compte que son geste, ben, il a un impact, au-delà de son établissement. Il y a le coût pour l'établissement, puis après il y a la filière derrière et ne pas peut-être chipoter sur effectivement un masque Chir, ça pèse, que rien. Donc voilà, et s'il va dans le dasserie au lieu de pas y aller, c'est peut-être pas ça qui va changer, fondamentalement les choses, ni en termes d'impact financier pour l'établissement, ni en termes d'impact écologique. Faut peut-être pas être trop sur des économies d'entre guillemets vraiment minimes comme ça, alors qu'il y a probablement plein d'autres actions à faire si on veut rentrer sur à la fois de l'économique et de la transition écologique. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder, qu'il n'y a pas que les déchets. Donc, ouais, peut-être pas se focaliser sur ces petits points dont on sait qu'effectivement, en particulier pour les hygiénistes, ça va être des points un petit peu d'agacement. Mais voilà. Nous, de toute façon, le guide, on voulait vous le présenter tel qu'il est, on ne peut pas faire autrement. Alors, est-ce que les EPI, c'est DASRI? Alors, ça dépend ce que vous appelez EPI, c'est Madame Martin. Les EPI, c'est DASRI dans le sens réglementaire du terme EPI, qui n'est pas le terme que je vous renvoie à la diapo, je ne sais plus laquelle, mais les EPI réglementairement dans ce guide, c'est l'EPI au sens code du travail. Et donc, le seul EPI quotidien, assez quotidien, au sens de l'hygiéniste, c'est le masque FFP2. Les autres qu'on appelle EPI, nous, les surblouses, les tabliers, les masques chirurgicaux, ne sont pas des EPI au sens du code du travail et donc ne vont pas en dasserie, sauf s'ils sont en contact avec un foyer avéré, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le point, pour les hygiénistes, là je m'adresse vraiment aux hygiénistes, c'est vraiment le point qu'il faut absolument bien éclaircir pour vous, parce que le problème, c'est que tout le monde continuera à dire, il y a Philippe Caranco qui m'a dit: «Ah, faut arrêter de dire EPI dans toutes nos procédures d'hygiénistes». Je dis: «Bon, bah, ça, c'est pas gagné». Mais c'est sûr que c'est ça le point pour moi compliqué, c'est qu'on continue tous, nous, à dire EPI pour des choses qui ne sont pas des EPI, au sens réglementaire du terme. Ça, il faudrait vraiment que, si c'est pas clair pour vous, vous me rappelez, mais pour moi, ça y est, c'est clair, donc du coup, je pourrais vous le réexpliquer. Alors, est-ce que vous envisagez de créer un supportif flyer affiche? Alors, nous, à l'échelle Hauts-de-France, pas pour le moment, parce qu'il y a quand même un travail national. Je poserai la question au groupe de travail. Je crois qu'ils envisagent de faire une histoire de jeu qui est en cours de montage, enfin de réflexion. Après, vous avez pas mal d'outils sur le site de l'ANAP hein, il y a quand même déjà des outils existants. En tout cas, nous, à l'échelle vraiment régionale, pour le moment, c'est pas prévu dans notre plan d'action 2026. Après, s'il y a vraiment un besoin, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye d'utiliser des supports communs sur tout le territoire, ce serait quand même mieux. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je ne sais pas si Pierre voulait rajouter quelque chose. Sinon, on va libérer tout le monde en les remerciant. Non, rien à rajouter, si ce n'est que je reste moi aussi à Disponible. disposition en cas de questions. N'hésitez pas à me solliciter aussi. Et puis pour ceux qui viendront à notre journée régionale du 24 mars, Pierre Conseil sera de nouveau avec nous. Donc on fera une présentation. C'est pour ça qu'on voulait d'abord avoir cette présentation et voir un peu vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, parce que du coup, on s'en servira pour la présentation du mois de mars, qui sera à 3 voix. Donc, Monsieur Conseil, Cédric Aliès, donc de l'ANAP, hein, et moi-même. On fera il y a 1 heure, je crois, prévue sur les déchets. Donc, on va reparler de ça. Mais voilà, on en rediscutera tous les 3 ensemble pour voir ce qu'on vous présente de plus ou de différent par rapport à aujourd'hui.
mais ce sera un sujet de nouveau abordé le 24 mars. S'il n'y a plus de questions, on vous remercie de votre présence et puis on vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt pour nos prochaines. Alors l'événement, le 24 mars, c'est la journée régionale du CEPIAS, les journées annuelles qu'on fait, qui est là qui est dédiée plutôt aux établissements de santé, parce que à part les déchets, les thématiques, c'est le bloc opératoire et l'endoscopie. Donc c'est quand même très ciblé établissement de santé. Donc là, bon, c'est pas une journée pour les médico-sociaux. Il y en aura une en décembre pour les établissements médico-sociaux.